attaquer la partie quantitative. Donc on va s'intéresser à prévoir ou à calculer des ruptures de barrage. On va commencer par le cas le plus simple, où on va étudier une rupture de barrage avec une équation d'advection non linéaire. Alors je vous rappelle, cette équation d'advection non linéaire s'écrit sous la forme d de h sur dt plus c de h dh sur dx. Et le terme source est égal à 0. Et là, ça traduit donc la vitesse de propagation. Donc c'est ce qu'on appelle la célérité. Alors, je vais supposer que soit c est une constante, donc on aura une vitesse de propagation constante, soit que c de h sera une fonction croissante de h. Donc le plus souvent, le cas non linéaire va se résumer donc, au cas où on a c de h est positif, donc une fonction qui sera croissante, et on a également une fonction convexe, donc on a également c de h également supérieur à 0. Donc on avait vu qu'on pouvait résoudre cette équation différentielle en utilisant donc la formulation qu'on appelle caractéristique, donc qui revient à montrer qu'on a une équivalence entre cette équation de dérivée partielle et un système d'équations différentielles ordinaires, donc où on a dh sur dt égale à 0, donc 0 puisque le terme source ici est égal à 0, le long d'une courbe caractéristique d'équation, donc dx sur dt égale c de h. Puisque h ne varie pas le long de la courbe caractéristique, c de h ici est une constante, donc cette courbe caractéristique ici, ça sera une droite. Et donc si vous vous souvenez, on s'était arrêté là, hein, quand on avait analysé ça, on pouvait représenter la solution sous une forme graphique avec deux parties, ou trois selon si on met une condition initiale et une condition limite. Si on a un problème uniquement avec une condition initiale, on va écrire ici la condition initiale. Donc ici on aura xt, donc la partie spatio-temporelle. Ici on aura la condition initiale, donc ce que vaut h en x est pour t égale à 0. Donc ici on a toujours x, là on a h. Et donc, si vous vous souvenez, si par exemple on a ici par exemple une fonction h, on se passe ici en x0 par exemple. Donc là j'ai une valeur qui sera h de 0 en x0. Je calcule c de h de 0 de x0, donc ça me donne une droite qui sera ici. Et donc cette droite qui sera x0 plus c de h0 x0 de t sera la courbe caractéristique, et on a donc à ce moment-là h ici égale h0 de x0. Donc ça sera valable, on peut renouveler ça pour tous les points ici, et donc on trace un réseau de courbes caractéristiques. Donc là c'est pour un problème avec une condition initiale. Si on devait traiter un problème avec des conditions limites, ça sera la même chose, donc souvent on a une formulation implicite, et donc il faut spécifier ce qui se passe ici. Donc, par exemple, si on a un problème de propagation avec donc on fixe la condition à limite à l'amont et ça se propage de l'amont vers l'aval. Et donc c'est pareil, d'ici cette zone-là va émaner plusieurs courbes caractéristiques. Donc on avait vu un exercice. On a également vu que ce système d'équations-là pouvait générer des discontinuités. Donc on a le cas ici par exemple. Si je prends ici un point x1, j'aurai une courbe caractéristique, donc, puisque la fonction est croissante, donc, ce qui veut dire ici que h de x1 sera plus petite, donc h0 de x1 sera plus petit que h0 de x0. Et comme la fonction donc c est croissante, j'aurai donc c de h0 de x1 qui sera plus petit que c de h0 de x1 de x0. Donc ce qui veut dire que ici, alors, puisqu'on a inversé les axes, on aura une courbe qui sera comme ça. Donc les courbes caractéristiques se croisent, donc il va y avoir
des points ici où on aurait, si on laissait faire, on aurait par exemple ici deux hauteurs. La hauteur ici h égale h0 de x0 et ici la hauteur h0 de x1. Ce n'est pas possible. Donc on va ici avoir donc un choc ou une discontinuité. Lorsqu'il y a un choc, on a vu qu'on pouvait utiliser une équation supplémentaire qui viendra s'ajouter à celle-ci et qui s'appelait donc l'équation de Rankine-Hugoniot. Et qui dit que toute équation donc, de cette forme-là peut générer des chocs. Et ces chocs se déplacent à une vitesse qu'on appelle S point. Donc S, c'est la position du choc. Donc si je traçais la fonction hop, je vais donc avoir un choc ici, S, et ce choc se déplace à une vitesse qui est donc la dérivée de S. Et donc, quand je suis ici, donc là j'ai H. Quand je suis ici à gauche, je vais avoir ce que j'appelle ici H-. Et quand je suis ici à droite du choc, je vais avoir la valeur H+. Donc, ce que dit la relation de Rankine-Hugoniot, c'est que la vitesse du choc, en fait, sera égale à, donc ici, alors, ça on va l'écrire sous une forme équivalente, ça on peut également l'écrire sous la forme, donc d de h sur dt plus c de h dh sur dx. Si je place en fait le c de h, j'essaie de le mettre ici sous le terme de dérivation, je vais donc intégrer, donc ça c'est équivalent à dh sur dt plus c plus d de f de h sur dx. Et donc si vous différenciez, ici on aurait df sur... donc on aurait, si je redédifférencie ce terme-là, donc je vais avoir règle des dérivées composées, donc j'aurai df sur dh, dh sur dx. Donc si je fais l'identification, on voit qu'il faut que c de h soit égal à df sur dh. Donc la fonction f qui apparaît ici, ce n'est rien d'autre que l'intégrale par rapport à h de c. Donc c de h et de h. Donc cette fonction f, on l'appelle la fonction flux. Donc, son nom ici, c'est ce qu'on appelle ici le flux. Donc ça sera égal à f de h. Et on avait vu donc ce double crochet, donc f de h sur h. Ce double crochet représentait la discontinuité qui était ici. Donc ça, c'est égal à f de h plus moins f de h moins sur h plus moins h moins. Donc la vitesse du choc est entièrement gouvernée donc, par la fonction de flux. Et la relation de Rankine-Hugoniot permet de calculer en fait la vitesse à laquelle se propage le choc, et donc par intégration temporelle, on peut en déduire après où se situe le choc. Donc on verra après, à travers l'exemple particulier, comment est-ce qu'on fait pour résoudre ça. Ok, donc là, on a rappelé, j'ai rappelé les principaux éléments. Maintenant, on va voir un cas de solution particulière d'une équation d'advection ici, qu'on appelle le problème de Riemann. Donc en fait, il y a un premier problème de résolution d'un problème de rupture de barrage, donc il est à la fois important du point de vue théorique pour résoudre ces problèmes-là, mais qui est également à la base des méthodes numériques de résolution lorsqu'on emploie la méthode des volumes finis. Donc, seconde vidéo, la méthode, le problème de Riemann.